La découverte la plus méconnue de Jung ne concernait pas la guérison des blessés. Elle expliquait pourquoi certaines femmes deviennent des aimants pour les prédateurs psychologiques et pourquoi ce schéma les détruit de l'intérieur. Dans ses notes cliniques privées de 1916, Jung décrit ce qu'il appelle le phénomène d'empathie. Des femmes dotées d'une sensibilité émotionnelle extraordinaire, capables de ressentir la douleur d'autrui comme la leur, de percevoir instantanément la tromperie et d'absorber l'atmosphère psychologique de chaque pièce où elles pénètrent. Mais Jung a découvert un élément qui rendait cette recherche dangereuse à publier. Ces femmes n'attiraient pas des personnes difficiles par hasard. Elles étaient traquées par un type psychologique spécifique, des individus qui, inconsciemment, reconnaissaient leurs dons et l'exploitaient avec une précision chirurgicale. Jung a qualifié cette découverte d'interdite car elle révélait une dynamique prédateur-proie inhérente à la psychologie humaine. Un schéma si constant, si prévisible, qu'une fois observé, il est impossible de le déconnecter. Aujourd'hui, je vais vous présenter la découverte interdite de Jung sur les empathes, les 4 types qu'il a identifiés dans sa pratique clinique, pourquoi chacun attire un type de prédateur différent et surtout, comment briser ce schéma avant qu'il ne vous détruise complètement. Car Jung a découvert que ce don vous anéantit ou vous transforme en quelque chose que les prédateurs ne peuvent plus atteindre. Et la différence tient à une chose: apprendre à voir la proie avant de devenir sa proie. L'affaire qui a révélé la découverte interdite de Jung a débuté en 1916 avec une patiente dont il n'a jamais nommé le nom dans ses publications. Une femme d'une trentaine d'années était venue le consulter après sa 3e trahison dévastatrice. Pas 3 mauvaises relations, 3 destructions psychologiques totales. Des hommes qui avaient systématiquement démantelé son identité, l'avaient isolée de tous ceux qui l'aimaient et l'avaient abandonnée dès qu'elle n'avait plus rien à donner. Vous connaissez probablement intimement ce modèle. Cette personne charmante qui semblait vous comprendre comme personne ne l'avait jamais fait, qui reflétait parfaitement vos valeurs, qui vous donnait l'impression d'être vu pour la première fois de votre vie. Puis, lentement, presque imperceptiblement, les critiques ont commencé. Votre intuition était excessive, votre sensibilité créait le drame, votre sincère préoccupation pour eux est devenue la preuve que vous les contrôliez ou les privilégiiez. Au moment où vous avez compris ce qui se passait, vous aviez déjà complètement perdu votre énergie, votre lucidité, votre capacité à faire confiance à votre propre perception. Comme l'a écrit Jung dans ses notes personnelles, la patiente manifeste ce que j'appelle une absorption empathique indifférenciée. Elle ne se contente pas de compatir à la souffrance d'autrui. Elle en est possédée. Ses limites psychologiques se dissolvent face à un besoin inconscient. Il ne s'agissait pas d'une maladie mentale. Il s'agissait d'une structure psychologique documentée que Jung allait étudier en secret pendant la décennie suivante, parce que ce qu'il a découvert était trop dangereux pour être publié de son vivant. Jung a compris que cette femme n'attirait pas les prédateurs parce qu'elle était brisée ou manquait d'estime de soi. Elle était ciblée à cause de son don. Son système nerveux était programmé pour détecter la douleur émotionnelle avec la même sensibilité que les requins détectent le sang dans l'eau. Et certains types psychologiques avaient évolué pour exploiter précisément cette sensibilité. Jung écrit que, tout comme l'animal blessé attire le prédateur par des signaux qu'il ne peut contrôler, l'empathe diffuse des signaux inconscients que certaines personnalités reconnaissent et poursuivent avec une précision instinctive. Mais voici ce qui a rendu cette découverte interdite. Jung a découvert que les empathes n'étaient pas seulement des victimes passives, ils participaient inconsciemment à leur propre destruction. Leur don comportait une part d'ombre que Jung appelait le complexe du sauveur. Un besoin compulsif de guérir les autres qui prenait le pas sur tout instinct de conservation. Les prédateurs n'avaient pas besoin de les chasser.
Les empathiques étaient attirés par les prédateurs comme les papillons par les flammes, recherchant inconsciemment les personnes les plus blessées dans une pièce, car c'est là qu'ils se sentaient le plus utiles, les plus vivants, les plus semblables à eux-mêmes. Jung a observé qu'elle aborde le danger psychologique avec la certitude de quelqu'un qui marche vers sa propre mort, non pas par faiblesse, mais par une vision perverse de son destin, qui confond autodestruction et vocation spirituelle. Voilà pourquoi chaque limite que vous fixez s'effondre, pourquoi chaque promesse que vous vous faites de ne plus jamais le faire disparaît dès que vous percevez la douleur cachée de quelqu'un. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas codépendant, vous fonctionnez avec une structure psychologique que Jung a identifiée comme étant à la fois votre plus grand don et votre vulnérabilité la plus redoutable. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose qui explique pourquoi ce schéma se répète sans cesse, quelle que soit votre prise de conscience. Ayant observé que tous les empathes n'attiraient pas le même type de prédateur, Jung a identifié 4 types distincts au sein de la structure empathique, chacun présentant une vulnérabilité différente, chacun étant traqué par un prédateur psychologique différent. Comprendre votre type n'est pas seulement une question de psychologie intéressante, c'est la différence entre briser définitivement un schéma et le répéter toute votre vie. Type 1. L'empathie émotionnelle. Jung a documenté des femmes qui combinaient ce qu'il appelait un sentiment introverti avec une intuition extravertie. Ces empathes ne se contentent pas de ressentir les émotions, ils les absorbent complètement. Entrez dans une pièce où quelqu'un souffre en silence et, en quelques minutes, cette souffrance devient la leur. Ils ne font pas la distinction entre leur propre état émotionnel et ce qu'ils ont inconsciemment absorbé de leur entourage. Jung a écrit que l'empathe émotionnel vit dans un état de contagion émotionnelle perpétuelle. Il ressent le chagrin non vécu de sa mère, la rage refoulée de son partenaire, l'anxiété collective de son lieu de travail. Il devient une véritable machine à traiter les émotions de tous ceux qu'il rencontre. Jung a observé que les personnes empathiques émotionnelles attirent ce qu'il appelle le vampire émotionnel, des individus présentant des structures limites ou histrioniques qui créent des crises émotionnelles constantes. Pourquoi ? Parce que ces prédateurs ont découvert que les personnes empathiques émotionnelles absorbent et traitent des émotions qu'elles refusent de ressentir elles-mêmes. Le prédateur crée le chaos, l'empathe l'absorbe. Le prédateur ressent un soulagement temporaire. L'empathe devient accro à sa nécessité. Le cycle s'intensifie jusqu'à ce que l'empathe soit complètement épuisé. Jung a noté qu'elle confondait son épuisement avec de l'amour, son épuisement avec de la dévotion. Le prédateur confondait son absorption avec une acceptation inconditionnelle. Tous deux étaient pris dans une spirale mortelle qu'aucun des deux n'avait consciemment choisie. Tu es l'ami que tout le monde appelle en cas de crise, la partenaire qui gère tout le travail émotionnel, la fille qui a absorbé la douleur inexprimée de votre famille. Vous vous êtes probablement dit « Je ne sais pas pourquoi je pleure » ou « Je ne sais pas d'où vient cette anxiété ». C'est parce qu'elle ne vous appartient pas. Vous portez en vous un contenu émotionnel qui appartient à tous ceux qui vous entourent. Type 2. L'empathie cognitive. Jung a identifié des femmes qui combinaient l'intuition introvertie avec la fonction de réflexion. Ces empathes perçoivent des schémas plutôt que des sentiments. Ils peuvent prédire la fin d'une relation des mois avant que quiconque ne remarque les problèmes. Ils reconnaissent des schémas comportementaux révélateurs de caractère avec une précision surprenante. Jung a écrit que l'empathe cognitif possède ce qui semble être un don prophétique. En réalité, il lit les schémas inconscients avec la précision d'un algorithme psychologique.
Il entrevoit la conclusion avant même que l'histoire ne soit terminée. Les empathes cognitifs attirent les narcissiques cachés, des individus qui manipulent, en dissimulant leur vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que les empathes cognitifs sont les seuls à pouvoir initialement voir au-delà de leur apparence, et les narcissiques cachés sont inconsciemment attirés par le défi de tromper quelqu'un qui voit tout. Cela devient un jeu. Le prédateur se présente comme blessé et incompris. Le don de l'empathie évoque le danger, mais son complexe de sauveur indique que cette personne a simplement besoin d'être comprise. Jung a observé qu'elle savait avec une certitude absolue qu'elle marchait vers la destruction. Pourtant, elle persistait, convaincue que sa lucidité la protégerait. Or, elle n'y parviendrait jamais. Vous saviez dès le début que quelque chose n'allait pas. Votre intuition vous a lancé des avertissements que vous avez rationalisés. Vous avez probablement dit « Je vois leur potentiel », ou alors ils ont simplement été blessés. Vous vous êtes convaincu que voir clair suffirait à vous protéger. Ce n'était pas le cas. Type 3. L'empathie somatique. Jung a documenté des femmes qui ressentaient les états psychologiques des autres comme des sensations physiques dans leur propre corps. Ces personnes empathes ressentent l'anxiété refoulée d'autrui comme une tension dans leur propre poitrine. Elles ressentent le chagrin inexprimé d'autrui comme une lourdeur dans leur propre corps. Elles incarnent littéralement l'inconscient de tous ceux qui les entourent. Jung a écrit que l'empathie somatique sert de baromètre physique du climat psychologique. Elle sent la tempête approcher dans son corps avant même que les autres ne perçoivent les nuages qui s'amoncellent dans leur esprit. Les empathes somatiques attirent les manipulateurs psychosomatiques. Ces individus exploitent inconsciemment la maladie et la faiblesse physique pour contrôler les autres. Ces prédateurs ont appris que les empathes somatiques ne peuvent ignorer la souffrance physique. Ils instrumentalisent leur propre corps, créant de véritables maladies et symptômes qui maintiennent l'empathe prisonnier de son rôle de soignant. Jung a noté que le corps du prédateur devient une prison pour la compassion de l'empathe. Il ne peut abandonner une personne qui souffre physiquement, même lorsque cette souffrance est inconsciemment utilisée comme une arme contre elle. Vous êtes resté en couple parce qu'ils avaient besoin de vous, leurs migraines, leurs douleurs chroniques, leurs maladies mystérieuses que vous seuls pouviez apaiser. Vous vous êtes probablement dit « Je ne peux pas les laisser tomber quand ils sont malades » ou « Qui s'en occupera ?» Votre corps a absorbé leurs symptômes. Vous êtes tombé malade en essayant de les guérir. Type 4. L'empathe pure. Le type le plus rare et le plus dangereux que Jung ait rencontré. Les empathes pures combinent les 3 types précédents, sans la structure psychologique nécessaire pour organiser ce qu'ils reçoivent. Ils ressentent tout, voient chaque schéma, incarnent chaque sensation, mais ne font pas la distinction entre leur propre expérience et le contenu qu'ils absorbent. Jung a écrit que l'empathe pur vit dans un état de dépassement perpétuel. Il est un récepteur sans filtre, un réceptacle sans limite, une plaie ouverte en contact permanent avec la douleur du monde. Les empathes purs attirent les prédateurs groupés. Ce sont des individus souffrant de troubles graves de la personnalité qui détruisent systématiquement et complètement. Pourquoi ? Parce que les purs empathes n'ont aucun système de défense psychologique. Ils sont complètement exposés et certains prédateurs reconnaissent cette vulnérabilité avec une précision prédatrice. Jung a observé dans sa note la plus troublante que ce type s'individualise rapidement par crise ou subit une annihilation psychologique complète. Il n'y a pas de voie médiane. Le don est trop puissant, la vulnérabilité trop extrême. Vous avez vécu une relation qui ne vous a pas seulement blessé, elle a failli détruire votre capacité à fonctionner. Vous avez complètement perdu votre identité, vous ne vous reconnaissiez plus.
Vous avez probablement dit « Je ne sais plus qui je suis » ou « Je ne peux plus me fier à mon propre esprit ». C'est parce que vous étiez si complètement possédé par l'inconscient d'autrui que votre propre personnalité s'est dissoute. Vous comprenez maintenant à quel type vous appartenez, mais connaître votre type ne suffit pas, parce que Jung a découvert quelque chose d'encore plus interdit, la raison pour laquelle la conscience seule ne brise jamais le schéma, et pourquoi la plupart des empathes restent prisonniers de ce cycle jusqu'à sa destruction complète. Voici ce que Jung a découvert qui a rendu cette recherche trop dangereuse pour être publiée de son vivant. Les empathes n'attirent pas seulement les prédateurs, ils en deviennent accros. Vous avez probablement remarqué ce schéma chez vous. Les personnes saines et stables qui se soucient vraiment de vous semblent ennuyeuses, plates, comme s'il n'y avait ni profondeur ni intensité, rien à faire. Mais dès que vous rencontrez quelqu'un de brisé, chaotique, clairement dangereux, tout votre être s'anime. Vous ressentez un but, une clarté, comme si vous aviez enfin trouvé quelqu'un qui a besoin de ce que vous avez à offrir. Jung a écrit que l'empathe s'épanouit pleinement en présence d'un danger psychologique. Il prend vie précisément là où il devrait se réfugier. Ce n'est pas un hasard, c'est une addiction. Jung a identifié ce qu'il a appelé le complexe du guérisseur blessé chez les empathes, une structure d'ombre qui nécessite la destruction des autres pour se sentir entier. Pensez-y. Quand quelqu'un est en bonne santé et autonome, quel rôle jouez-vous? Où se situe votre don? Comment prouvez-vous votre valeur? Mais quand quelqu'un souffre et a désespérément besoin de ce que vous pouvez lui offrir, soudain, vous avez un but, une identité, une raison d'être. Jung a observé qu'elle n'aime pas la personne. Elle aime être nécessaire à elle. Dès qu'elle guérit, elle perd tout intérêt ou sabote inconsciemment sa progression. Car une personne guérie n'a pas besoin de guérisseur. C'est pourquoi tu continues à attirer les prédateurs. Non pas parce que tu es brisé, mais parce que ton ombre a besoin d'eux. Les personnes en bonne santé éveillent votre peur la plus profonde. Que sans personne à sauver, vous ne valez rien. Que votre don n'a aucune utilité. Que vous n'avez d'autre identité que d'être utile. Votre inconscient recherche donc les personnes les plus blessées, car avec elles, vous ne serez jamais à court de sens. Vous n'aurez jamais à affronter cette question terrifiante. Qui suis-je quand je ne soigne pas quelqu'un? Jung a écrit dans son passage le plus troublant que l'empathe craint davantage sa propre intégrité que les abus. Car l'intégrité implique d'affronter le vide qui devrait exister en matière d'identité. C'est pourquoi toutes les approches thérapeutiques, tous les ateliers de définition de limites, tous les livres sur les abus narcissiques n'ont pas fonctionné. Vous n'essayez pas d'échapper aux prédateurs, vous essayez de gérer votre relation avec eux tout en entretenant votre dépendance. La véritable liberté exigerait d'affronter quelque chose de bien plus terrifiant que la maltraitance, se confronter à soi-même alors qu'il n'y a plus personne à sauver. Mais Jung a trouvé quelque chose qui change tout, un moyen de briser ce schéma qui ne nécessite pas de devenir quelqu'un de différent, il faut devenir entier, parce qu'il existe une forme d'empathie que les prédateurs ne peuvent atteindre. Une relation transformée à votre sensibilité qui vous rend psychologiquement intouchable. Jung l'appelait l'empathie intégrée. Et le processus de transformation n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné. Jung a développé un protocole pour les empathes qu'il n'a jamais publié dans ses ouvrages grand public. Un processus si exigeant psychologiquement qu'il ne l'a enseigné qu'aux patients ayant suffisamment souffert pour être prêts à affronter la mort totale de l'ego. Il ne s'agit pas de frontières, mais de devenir quelqu'un que les prédateurs ne reconnaissent plus comme une proie. Phase 1. La confession de l'ombre. La première étape de Jung fut brutale. Forcer les empathes à admettre qu'ils avaient besoin
de leurs prédateurs. Pas désirés, pas attirés par hasard. Nécessaires. Il demandait à ses patients de compléter cette phrase quotidiennement. Je recherche des personnes blessées parce que... Les vraies réponses ont été dévastatrices. Parce qu'être nécessaire est le seul moment où je me sens précieux. Parce que réparer les autres est plus facile que d'affronter mon propre vide. Parce que leur chaos est plus confortable que mon propre silence intérieur. Parce que j'ai peur de qui je suis sans personne à sauver. Jung a écrit « Tant qu'elle n'admet pas chasser les prédateurs autant qu'ils la chassent, elle reste une proie. L'aveu d'un besoin mutuel brise l'identité de victime qui entretient le schéma. Notez cette question quotidiennement dans votre journal. Qu'est-ce que j'évite en moi en me concentrant sur leurs dommages? Les réponses vous détruiront. C'est tout l'enjeu. Votre fausse identité doit disparaître avant que votre véritable moi puisse émerger. Phase 2. Récupération d'énergie. Jung a découvert que les empathes avaient passé tellement de temps à absorber le contenu des autres qu'ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblait leur propre énergie authentique. Il a développé ce qu'il a appelé l'épreuve de la solitude. 30 jours sans aucune attention émotionnelle, aucune prise en compte des émotions des autres, aucun conseil, aucune empathie. Juste un silence impitoyable et inconfortable avec votre propre expérience intérieure. Jung a observé que, la première semaine, elle ressentait des symptômes de sevrage identiques à ceux d'une toxicomanie. Anxiété, agitation, besoin compulsif de prendre des nouvelles des autres. C'est la révélation de la dépendance. Semaine 1. Panique. L'envie irrépressible de tendre la main aux autres, de les aider, de les apaiser, me semble insupportable. Semaine 2. Colère. Rage face à tout ce que vous avez donné de vous-même. Fureur envers ceux qui vous l'ont volé. Semaine 3. Deuil. Tristesse dévastatrice pour les années perdues, le moi abandonné, la vie non vécue. Semaine 4. Vide. Un vide terrifiant, là où se trouvait l'identité. Jung a écrit que ce n'est qu'en traversant le vide qu'elle découvre ce qui existe sous la compulsion de sauver les autres, elle-même. 30 jours de pratique de solitude radicale. Aucune prise en charge émotionnelle des autres, aucun conseil, aucune façon de mener une conversation. Quand quelqu'un vous confie sa douleur, vous lui dites « Je te fais confiance pour gérer ça ». Je consacre 20 minutes par jour, en silence complet, à me demander « Que ressens-je réellement en ce moment? Qu'est-ce qui m'appartient par rapport à ce que j'ai absorbé ?» Jung a noté que l'empathe se sentira d'abord égoïste, cruel, injuste. Ce malaise est le cri de l'addiction. Acceptez-le. La personne que vous craignez de devenir froide, insensible et égoïste est simplement quelqu'un qui a des limites saines. Phase 3. Formation à la reconnaissance des prédateurs. Jung a développé un protocole impitoyable pour reconnaître les prédateurs avant que l'absorption empathique ne commence. Il a appris à ses patients à être attentifs à ce qu'il appelait l'hameçon empathique, des manœuvres psychologiques spécifiques utilisées par les prédateurs pour contourner le discernement conscient et déclencher une prise en charge compulsive. Premier crochet, l'intimité instantanée. Ils partagent un traumatisme profond ou une vulnérabilité dès la première conversation. Ce n'est pas une connexion authentique, c'est un test. Ils vérifient si vous êtes capable d'accepter leur douleur et d'en assumer la responsabilité. Jung a écrit que les individus sains construisent leur intimité progressivement. Les prédateurs créent une intensité instantanée pour déclencher votre complexe de sauveur avant même que votre discernement ne s'active. Crochet 2. La compréhension unique. Tu es le seul à me comprendre vraiment. Tous les autres m'ont abandonné, mais tu vois qui je suis vraiment. Cela déclenche votre addiction à être spécial, nécessaire
irremplaçable. C'est spécialement conçu pour vous donner le sentiment d'être choisi tout en vous isolant de tous ceux qui pourraient vous remettre en question. Jung a observé que les erreurs d'empathie sont particulièrement nécessaires pour être aimées de manière unique. Le prédateur sait faire la différence. Crochet 3. La transformation promise. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu me donnes envie de m'améliorer. Je vais changer grâce à toi. Cela active votre complexe de guérisseur blessé. Il vous offre la drogue ultime, la chance de sauver quelqu'un. Jung a noté qu'ils promettent une transformation qu'ils n'ont aucune intention de réaliser, mais l'empathe devient accro à la possibilité et non à la réalité. Le prédateur n'a jamais besoin de changer, la promesse seule le maintient captif. Crochet 4. La crise fabriquée. Juste au moment où vous commencez à établir des limites ou à y voir plus clair, soudain, ils sont en crise. Urgence sanitaire, catastrophe financière, idée suicidaire. La crise est réelle, mais elle est aussi stratégique. Ils ont inconsciemment appris que la crise est ce qui maintient l'engagement. Jung a écrit que l'inconscient du prédateur crée de véritables urgences précisément au moment où l'empathe commence à fuir. Il ne s'agit pas de manipulation au sens conscient du terme. C'est l'instinct prédateur qui veille à ce que la source de nourriture ne disparaisse pas. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soyez attentif à ces schémas. Partagent-ils leur traumatisme avant que vous ayez gagné cette confiance? Vous positionnent-ils comme le seul capable de les comprendre ou de les sauver? Promettent-ils une transformation en fonction de votre présence? Les crises surgissent-elles précisément lorsque l'on crée de la distance? Si vous répondez oui à 2 ou plusieurs de ces questions, vous avez rencontré un prédateur. La question n'est pas de savoir s'il est dangereux, mais si vous êtes toujours accro au danger. Phase 4. La récupération du pouvoir. La phase finale de Jung fut la plus dangereuse. Apprendre aux empathes à utiliser leurs dons comme une arme au lieu d'en être victime. Il a écrit « L'empathe intégré devient ce que j'appelle le miroir conscient. Il voit tout, mais n'absorbe plus. Il renvoie aux autres le contenu inconscient avec une précision chirurgicale. Le prédateur tente d'en attraper un, intimité instantanée. L'empathe inconscient absorbe le traumatisme et en fait sa mission. L'empathe intégré dit « Je remarque que tu partages quelque chose de très personnel très rapidement. C'est intéressant. Qu'espères-tu qu'il se passera en me racontant ça ?» Le prédateur se sent immédiatement observé, non pas avec la chaleur et l'acceptation auxquelles il est habitué, mais d'une manière qui expose la manipulation. Soit il recule, soit il intensifie ses attaques. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenu vos limites. Jung a observé que lorsque l'empathe apprend à réfléchir plutôt qu'à absorber, il devient psychologiquement dangereux pour les prédateurs. Ils ne peuvent plus se nourrir. La plupart se tournent inconsciemment vers des proies plus faciles. C'est l'empathie intégrée que Jung décrit dans ses notes privées. Elle voit toujours tout, mais ce qu'elle voit ne la détruit plus. Elle ressent encore profondément, mais elle fait la distinction entre ses émotions et le contenu absorbé. Elle a toujours ce don, mais elle n'est plus accro à son utilisation. Elle peut détecter instantanément les prédateurs et s'enfuir sans avoir besoin de les sauver. Jung a écrit que l'empathe intégrée n'est plus une proie. De guérisseuse blessée, elle s'est transformée en guerrière consciente. Elle offre son don de manière stratégique à ceux qui en sont dignes, sans se sacrifier pour autant. Mais Jung mettait en garde contre un dernier danger, une épreuve qui survient précisément au moment où l'on pense avoir achevé l'intégration. Jung a documenté un schéma qui apparaissait chez chaque empathe ayant réussi le processus d'intégration, le retour du prédateur. Juste après avoir fait le travail, fixez vos limites, récupérez votre énergie et devenez psychologiquement intouchable. Ils reviennent. L'ex,
qui vous a détruit, transformé, l'ami qui vous a trahi, éclairé, le membre de votre famille qui vous a vidé, enfin conscient. Et ils ne reviennent pas avec de la manipulation, mais avec un véritable changement, ou ce qui semble être un véritable changement. Jung appelait cela le test d'intégration. C'est le dernier contrôle de l'inconscient pour déterminer si vous vous êtes véritablement transformé ou si vous avez simplement créé de meilleures défenses. Il a écrit « Le prédateur revient précisément parce que votre énergie a changé. Vous ne diffusez plus la fréquence de la victime. Vous êtes devenu autre chose. » Et l'inconscient du prédateur reconnaît cette transformation et tente de s'en nourrir différemment, parce qu'il ne vous offre plus la possibilité de les sauver, mais plutôt une validation du travail que vous avez accompli. Tu avais raison à mon sujet. J'étais toxique. Mais j'ai fait le travail maintenant. Je comprends ce que j'ai fait. Tu es la seule personne qui me comprenait vraiment et j'ai tout gâché. Cela déclenche une autre addiction. Le besoin d'avoir raison. Le besoin que votre souffrance ait eu un sens. Le besoin de voir la transformation que vous avez toujours cru possible. Jung a observé qu'elle avait survécu à l'obscurité du prédateur, mais elle ne pouvait survivre à sa lumière, car cette lumière confirmait son fantasme le plus profond, que son amour pouvait les sauver. Et ce fantasme la détruirait plus vite que n'importe quel abus. L'empathe intégrée doit faire quelque chose qui semble cruel, voire maléfique, rejeter le prédateur transformé. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas changé, ils ont peut-être vraiment changé, mais parce que les accepter à nouveau, même dans leur version transformée, signifie recentrer votre vie sur le parcours de quelqu'un d'autre. Cela signifie que votre valeur est toujours liée à leur transformation. Cela signifie que vous continuez à vous définir à travers votre impact sur les personnes blessées. Jung a écrit, dans son passage le plus brutal, que l'empathe intégrée doit être disposée à laisser le prédateur achever sa transformation sans elle. Il doit choisir sa propre intégrité plutôt que la validation de le voir guérir. C'est la mort définitive du complexe du sauveur. Lorsque le prédateur revient, transformé ou non, vous dites ceci: « Je suis vraiment content que tu ailles mieux, et je ne suis plus disponible pour t'accompagner dans ton parcours. » Aucune explication, aucune prise en compte de leurs sentiments concernant vos limites, aucune aide pour les comprendre. C'est la simple vérité. Tu t'es choisi. Jung a observé que la plupart des empathes échouent à ce test. Ils confondent la transformation du prédateur avec leur propre fin heureuse. Ils ne réalisent pas qu'une véritable intégration signifie qu'on n'a plus besoin de la transformation de qui que ce soit pour se sentir complet. Ceux qui réussissent cette épreuve finale deviennent ce que Jung appelait l'empathie souveraine. Et c'est là que votre don se transforme de malédiction en véritable pouvoir. Jung a écrit sur une patiente qui avait mené à bien le processus d'intégration complet. Après 3 ans d'un travail intérieur acharné, elle est revenue dans mon cabinet, mais elle était méconnaissable, non pas en apparence, mais en présence. Elle était devenue ce que j'appelle une personne psychologiquement souveraine. L'empathe souverain possède les 4 types de perception. Elle ressent les émotions des autres. Elle est empathique. Elle perçoit des schémas comportementaux. Empathie cognitive. Elle ressent la vérité somatique. Empathie somatique. Elle accède à tout le spectre. Pure empathie. Mais maintenant, elle possède ce que Jung appelait le contenant, une structure psychologique suffisamment solide pour retenir ce qu'elle perçoit sans être absorbée par lui. Jung a observé qu'elle pouvait traverser une pièce pleine de souffrance et rester elle-même, non pas parce qu'elle avait fermé son cœur, mais parce qu'elle avait appris à être un miroir transparent plutôt qu'une éponge absorbante. Puissance. 1. Engagement sélectif.
L'empathie souveraine ne donne plus son don à tout le monde. Elle choisit consciemment qui reçoit sa perception, son énergie, sa profondeur. Jung a écrit « Elle comprend que son don est précieux précisément parce qu'il est rare. Elle l'offre stratégiquement à ceux qui l'honoreront et non à ceux qui l'exploiteront. » Lorsque quelqu'un lui demande son engagement empathique, elle se demande désormais « Est-ce que cette personne fait son propre travail ou est-ce qu'elle essaie de me faire le faire à sa place ?» Si c'est le cas, elle s'en va sans culpabilité. Puissance 2. Clarté militarisée. L'empathie souverain a appris à utiliser sa perception comme une arme, lorsque cela est nécessaire. Elle peut refléter la manipulation inconsciente d'une personne avec une telle précision qu'elle est obligée de voir ce qu'elle fait, non pas pour la punir, mais pour établir des limites immédiates. Jung a noté que la clarté de l'empathie intégrée devient sa protection. Les prédateurs ne peuvent survivre en présence de quelqu'un qui les voit complètement et refuse d'absorber leurs projections. Lorsqu'un prédateur tente de manipuler, il n'absorbe pas, n'argumente pas et n'explique pas. Il se contente de nommer ce qu'il voit. Je remarque que vous créez une crise précisément au moment où je pose une limite. C'est intéressant. Le prédateur recule, à chaque fois. Puissance 3, identité, indépendance. L'empathie souveraine a découvert qui elle était sans personne à sauver. Jung a écrit « Elle a traversé le vide terrifiant et s'est retrouvée de l'autre côté. Elle n'a plus besoin de la souffrance des autres pour se sentir entière. C'est la véritable libération. Elle a des loisirs qui n'ont rien à voir avec la guérison, des relations fondées sur la joie mutuelle et non sur un besoin mutuel, un but qui existe indépendamment de la guérison des autres. Elle s'ennuie des drames, la manipulation la laisse indifférente, le potentiel ne l'intéresse pas, elle s'engage dans la réalité, pas dans la fantaisie. Puissance 4. Création héritée. L'empathie souverain transforme son don de fardeau personnel en contribution culturelle. Jung a observé qu'une fois qu'elle a intégré sa propre ombre et établi sa souveraineté, elle devient ce dont l'humanité a désespérément besoin. Quelqu'un capable de voir clairement, de dire la vérité et de laisser place à la transformation sans être détruite par le processus. Elle devient la thérapeute qui n'absorbe pas le traumatisme de ses clients, l'enseignante qui peut accueillir la douleur de ses élèves sans la ramener chez elle, l'ami qui peut être témoin de la souffrance sans en faire son identité. Jung a écrit qu'elle s'était transformée de guérisseuse blessée en guérisseuse consciente, de proie en guerrière, de victime de son don à maîtresse de celui-ci. Voici à quoi ressemble réellement la souveraineté. Vous pouvez entrer dans une pièce pleine de souffrance et ressentir de la compassion sans contrainte. Vous pouvez voir clairement la douleur de quelqu'un et choisir de ne pas la réparer. On reconnaît instantanément un prédateur et on ne ressent rien, ni la peur, ni l'envie de le sauver, ni même la colère. Juste une reconnaissance claire et une distance immédiate. On peut être seul sans se sentir vide, être utile sans se sentir piégé, être puissant sans être cruel. Dernier mot de Jung sur sa patiente. Elle est venue me voir il y a 3 ans au bord du suicide, anéantie par sa 3e relation prédatrice. Aujourd'hui, elle travaille auprès de femmes battues, leur transmettant ce que je lui ai appris. Elle a transformé sa blessure en remède. Mais surtout, elle s'est retrouvée au-delà de cette blessure. C'est la découverte interdite de Jung sur les empathes, pleinement révélée. Tu n'as jamais été brisé. Tu fonctionnais avec un don qu'on ne t'avait pas appris à intégrer. Les prédateurs n'étaient pas plus forts que toi. Tu étais accro à ta proie. Ce schéma n'était pas le destin. C'était une ombre non examinée. Et maintenant, vous avez la carte complète, de la proie au prédateur jusqu'au pouvoir souverain. Jung a passé des décennies à documenter ce modèle en secret,
parce qu'il savait que la vérité serait trop difficile à accepter pour la plupart des gens. Les empathes ne sont pas seulement victimes de prédateurs, ils participent inconsciemment à une danse de l'ombre qui piège les deux camps. Mais voici ce que Jung croyait avec une certitude absolue. Ce don vous détruit ou vous transforme exactement comme le monde en a besoin. Quelqu'un qui peut tout voir, ressentir profondément, garder l'espace pour la transformation sans être anéanti par le processus. Tu n'es pas trop sensible pour ce monde. Tu es exactement ce qu'exige l'évolution de la conscience. Une fois que vous aurez appris à exercer votre don avec la souveraineté décrite par Jung. Si vous vous reconnaissez dans la description de Jung, de l'empathe qui attire les prédateurs, commentez quel type vous êtes. Type 1, sentiment d'empathie. Type 2, empathie cognitive. Type 3, empathie somatique. Type 4, purement empathique. Votre parcours d'intégration vous permettra de vous connecter à d'autres personnes qui suivent le même chemin. Vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Si cela révèle quelque chose que vous n'aviez jamais vu sur vos relations avec les prédateurs, cliquez sur « J'aime ». Vous venez de faire un premier pas vers la souveraineté. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les découvertes interdites de Jung, sur les schémas psychologiques que personne ne veut que vous compreniez. Vous comprenez maintenant la découverte interdite de Jung sur les empathes et les prédateurs. Vous voyez le schéma. Vous connaissez votre type. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit au début de cette vidéo. Tout ce que nous venons d'aborder sur l'attraction des prédateurs n'est qu'une partie de l'histoire, car Jung a également identifié ce qu'il a appelé le prédateur de l'ombre de l'empathe. Le moment où l'empathe devient lui-même une menace psychologique pour les autres. Et si vous ne comprenez pas ce renversement, vous passerez de proie à prédateur sans même reconnaître ce que vous êtes devenu. Cliquez sur cette vidéo ici pour découvrir les 4 signes que vous avez croisés, du guérisseur blessé au prédateur de l'ombre, et comment récupérer votre don sans devenir ce que vous craignez le plus. Je te verrai là-bas.